Meilleure équipe de France en 2025, puisque donc Paris enchaîne une deuxième défaite de suite. Des Strasbourgeois impressionnants statistiquement, je viens de le dire, mais hier dans l'after, on a débriefé les Niçois qui gagnent sans impressionner grand monde. On vient de débriefer les Monégasques qui gagnent sans impressionner grand monde. On parle de l'OM qui galère depuis quelques semaines. Dans le jeu, Strasbourg, c'est assez nettement, en tout cas, en ce moment, l'équipe la plus impressionnante, quand même. Hein. Ouais, moi, c'est exactement ça. C'est le caractère compétitif de Strasbourg que j'ai envie de mettre en avant beaucoup plus que leur jeu parce qu'on s'aperçoit que c'est des victoires quand même étriquées. À Reims, tu gagnes 1-0. Contre Saint-Etienne, la semaine dernière, tu gagnes 2-1. Ou Saint-Etienne aurait pu faire même une très bonne opération. Et là, contre le PSG, rebelote. À savoir que tu es réaliste et opportuniste parce que quand tu regardes la rencontre, elle bascule sur ta capacité à être réaliste sur deux actions clés. Bon, il y a le CSC de Lucas Hernandez. Et juste avant la mi-temps, je marque le deuxième but. C'est-à-dire qu'on parlait d'un Strasbourg qui était davantage réaliste en seconde période. Là, tu le fais en première période. Et ça me rappelle un match contre l'Olympique Lyonnais où à un moment donné, à la maison, tu es dominé, mais tu arrives à gagner. Et ça, pour moi, c'est un axe de progression évident du côté de Strasbourg. Ce qu'on leur reprochait sur la première partie de saison, c'est-à-dire que sur le jeu, il était intéressant, mais par contre, au moment d'être compétitif, ils avaient un déficit. Et ce déficit, ils l'ont comblé sur la deuxième partie de saison. Et ça a un impact brutal sur le classement. On parlera du Paris Saint-Germain dans un instant et l'équipe notamment alignée par Luis Enrique, mais peu importe presque, vu de toute façon le match des Strasbourgeois, ils ont saisi leur chance. Ouais, et il y a eu d'autres équipes. Alors c'était pas tout à fait le même turnover, mais il y a d'autres équipes qui ont eu à affronter des équipes bis du PSG qui n'ont pas fait ce qu'a fait Strasbourg. Évidemment. Donc c'est pas du tout anodin battre ce PSG là dans ces conditions. Et puis surtout, je pense que par rapport à ce que je disais sur les entraîneurs qui n'arrivent pas à tirer la substantifique moelle de leur équipe, là, Rosenior, lui, il a fait ça. C'est-à-dire qu'en gros, il est en mode aise avec Lens ou en mode même Lille à une époque. C'est-à-dire que là, tu as des joueurs qui sont au-dessus de leur niveau. Les mecs sont dans une mission ensemble. Ils ont un état d'esprit terrible. Ils sont en outsider par rapport à Marseille, Monaco. Tu n'as pas de pression pour aller chercher les points. C'est radicalement différent. C'était en ce sens que j'avais fait cet avis à l'époque en disant ils peuvent le faire parce que comme les trucs sont resserrés et que les uns et les autres vont se rencontrer, eux, qu'est-ce qu'ils risquent, entre guillemets, tu vois, dans les matchs. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien l'état d'esprit, j'aime bien ce que Rosenior a fait. Et de toutes les équipes, tu as raison, c'est que la plus fraîche, c'est eux. Parce que les autres, ils te déçoivent à tour de rôle, pas tout le temps d'ailleurs, parce qu'il y en a qui nous ont fait plaisir. Et c'est vrai que même moi qui aimais beaucoup Lille, j'ai aussi été déçu. Il y a eu un petit coup de mou après l'élimination en Coupe d'Europe. Voilà. Et si tu regardes bien leur parcours en championnat, tu parlais de l'année 2025, la seule défaite, c'était à Rennes, j'y étais. C'est un hold-up total vers Rennes. Ouais. Et c'est un match qui était maîtrisé par les Strasbourgeois. Et c'est au milieu d'un océan de matchs nuls et de victoires strasbourgeoises. Je crois que sinon, tu remontes à novembre pour avoir une défaite. Frédéric est là, au 32-16, supporter strasbourgeois. Salut Frédéric. Oui, bonsoir. Salut Frédéric. Salut Frédéric. Frédéric, tu vas tout droit là en Ligue des Champions. Ouais, moi j'y crois assez cette année. Ça me Cache paraît complètement dingue. On peut y croire. On peut y croire cette année. On entend dans ta voix un sourire, là, une sorte de tu sais, d'euphorie. Ouais, j'aurais pas dit ça comme ça. Non, mais un sourire, genre t'y crois à peine, quoi. T'es sur un nuage, non, c'est ça? Oui, un nuage, mais un nuage un peu raisonné au sens où moi, depuis que je vais à la Méno, c'est-à-dire le milieu des années 90, c'est l'équipe qui a le meilleur niveau technique que j'ai vu à la Méno jouer. C'est-à-dire que il y a toujours eu individuellement quelques joueurs qui sortaient du lot, mais là le niveau général technique, j'en ai jamais vu un comme ça. Et ce que fait Rosenior, Mostovoy, Franck Leboeuf. Teddy Bertin. Mais c'est vrai que on met souvent en avant, et encore une fois, il faut encore un gros match, mais les Diego Moreira, encore un gros match aujourd'hui. Blessé d'ailleurs. André Santos. Ouais, ça, attention. Ça aussi, absolument. Blessé, le Maréchal qui met encore un super but. Habib Diarra. On en parle un peu moins parce que c'est un peu moins flamboyant. Ça danse un peu moins que les autres, qui dansent un peu trop parfois d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a un nombre de. C'est ça qui est dingue. C'est ça, c'est vrai. Barco, il est énorme. D'ailleurs, pour moi, Barco, c'est l'une des recrues hivernales avec évidemment Guiri et Gvarachia. Mais Barco, c'est un niveau qui est extraordinaire en ce moment. Parce qu'il était en échec du côté de Séville, en échec du côté de Brighton. Et là, il se relance dans un rôle qui est plutôt inédit pour lui. Et là, il a une importance qui est capitale.
Et tu as aussi, puisqu'on parlait des gardiens tout à l'heure, tu as l'exemple inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont l'un des meilleurs gardiens de la Ligue 1. Si ce n'est le meilleur gardien. Peut-être top 3. En tout cas, enfin, moi, il fait partie des gardiens Il est nommé. que j'aime beaucoup. Il est dans les top 5. Il est dans le top 5. Il y est, ouais. Mais c'est mérité. Là, parce qu'encore aujourd'hui, pour moi, c'est l'homme du match. C'est vrai qu'il fait encore un gros match. Parce qu'il fait encore un gros match. Et tu as un truc qui est quand même particulier à Strasbourg, effectivement, c'est cette osmose avec les jeunes joueurs qui ont pris part à l'aventure, alors que tu sais que ça va peut-être exploser derrière, tu sais, ça va peut-être partir, c'est des aventures courtes, mais pour le coup, je pense qu'il se passe vraiment un truc dans le vestiaire, et vraiment, on dira jamais assez à quel point Rosenior, quand même, il a réussi un truc, une mayonnaise et un amalgame assez compliqué quand même à mettre en place. Il n'y a pas beaucoup de points faibles entre guillemets dans cette équipe, si ce n'est que évidemment on se demandait si physiquement ils allaient pouvoir tenir. Là il y a peut-être des blessés, ça peut être ça sur certains joueurs clés, ça pourrait être ça d'ici la fin de la saison. Mamadou Sarr qui est sorti sur blessure, Moreira qui est sorti sur blessure, ça peut avoir son importance sur le sprint final. Et il y a aussi l'impact mental, parce que pour moi il y avait un double piège mental aujourd'hui. C'est déjà gagner ce match pour rester au contact des équipes pour la Ligue des Champions, et gagner un match qui était entre guillemets annoncé déjà gagné à partir du moment où tu affrontes un PSG qui était en mode turnover, qui avait entre guillemets la tête vers le. Pas très annoncé gagné quand même. Non, mais dans le sens où tout le monde disait que c'était possible et que c'était le match où tu pouvais les prendre. Encore fallait-il le faire quand même. Ouais. Je pense que personne n'en aurait voulu, même s'ils n'avaient pas gagné ce soir. Ça c'est vrai, mais c'est pas comme si tu affrontais un PSG avec l'équipe type, et malgré ça. Ils ont réussi à faire ce match sérieusement. Bon, même si, encore une fois, ils sont réalistes et opportunistes. Et c'est vrai qu'ils ont un truc qui m'a montré aussi leur intelligence. Pour ça, j'en viens à Rosenior. La gestion du moment où Kang In-lee se blesse et où ils appuient sur le côté et ils vont marquer ce but, en fait, dans un moment où le PSG, en gros, joue à 10. Et le PSG, d'ailleurs, pour te dire à quel point ils étaient quand même... ils ont dit, en gros, on attend la mi-temps, puisqu'il reste quelques secondes, on fera le changement à la mi-temps. Tu vois, c'est un peu ce style-là. Alors que là, en Ligue des Champions, si ça arrive ça, tu demandes au mec de se coucher par terre devant l'arbitre, mais tu demandes pour arrêter, quoi. Mais eux, derrière, ils ont appuyé pile poil à ce moment-là, et ils ont mis un but, en plus, un joli but avec le Maréchal, qui est quand même un joueur aussi dingue. Donc, moi, j'aime bien cette équipe parce que c'est l'opportunisme, l'histoire d'une mission, d'un truc de copain commando, tu vois, dans les vestiaires et méga et compagnie. C'est pas mal quand même, ça fait envie. Elle est unie, elle est disciplinée, elle est volontaire, elle est hyper équilibrée, c'est-à-dire qu'on peut les prendre un par un, ils ont tous eu un moment où ils ont brillé. Enfin, moi, je suis impressionné, quoi. Et le travail de Rosenior, il est juste énorme. Et Hervé, il faut insister pour moi sur un point, c'est le rendez-vous des gros matchs, des confrontations directes. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas banaliser ça. Tu as eu Lyon, tu as eu Nice, tu as eu Monaco, tu as eu le PSG. Bon, même si le PSG, c'est d'autres considérations, tu n'as pas perdu. Et ça, sur un sprint final, ça peut avoir son importance. Demain, on peut se retrouver sur une situation où tu as Marseille, tu as Lille, il y en a un des deux qui peut perdre, et ça peut avoir une importance capitale sur la suite du championnat. Et puis on parlait calendrier, le calendrier de Monaco qui était compliqué. Là, déplacement Angers, réception du Havre. T'es sur une autoroute, quoi. Alors, évidemment, on va t'objecter que ces équipes-là jouent le maintien. Oui. Mais tu as raison. Non, mais tu as raison. On ne peut pas dire qu'un calendrier est compliqué quand il y a Lyon et Marseille et dire qu'il ne l'est pas quand il y a Angers et Le Havre. Et là, tu as sentiment, tu as fait peut-être le plus dur, là. Merci Frédéric d'avoir été là, en tout cas. Bonne fin de saison. Et continue de kiffer. À bientôt, Frédéric. Bye bye. 23h37, ce Strasbourg-Paris Saint-Germain. Petite stat, le PSG, la première équipe du top 5 européen, a démarré un match de championnat en titularisant 4 joueurs nés en 2006 ou après. Zahir Emery, Seny Mayoulou, Tap et Ibrahim Mbaye, titulaires ce soir. Jamais personne n'avait aligné autant de joueurs nés en 2006. Stat Opta, qui n'a pas réussi au Paris Saint-Germain. Alors c'est toujours pareil. On est entre les deux matchs de Ligue des Champions. On est là, est-ce qu'on va tirer des conclusions ou pas? Anodin ou pas, cette défaite? Tu disais dans tes 3 points, Elton, les remplaçants, en tout cas inquiétants. Est-ce que ça va au-delà du fait de se dire que tu peux pas compter autant peut-être que tu l'espères sur tes remplaçants? Pour moi, c'est ma marotte pour la fin de saison du PSG, c'est qu'il y a un écart qui est pour moi qui commence à être de plus en plus conséquent entre les titulaires et les remplaçants. Alors que le vœu de Luis Enrique, c'est d'avoir un PSG des 21 titulaires. Et là, aujourd'hui, c'était un match où on attendait Lucas Hernandez, on attendait Gonzalo Ramos,
Et Lucas Hernandez, il sort à la 45e minute. Gonzalo Ramos loupe 3 occasions évidentes. Il Et sort ça, c'est parce pas qu'en plus, il est coupable sur le premier but, Lucas. Voilà. Ouais. Et ça, notamment sur Gonzalo Ramos, c'est pas de nature à te rassurer quand tu sais que Ousmane Dembélé est incertain et qu'il peut y avoir notamment une redistribution des cartes où Gonzalo Ramos peut bénéficier d'une place de titulaire ou Bradley Barcola. Donc moi, j'attendais beaucoup plus, notamment les remplaçants, sur la capacité à valoriser ses minutes. En plus, tu as un Lee Kang-in qui, par exemple, a été titulaire contre Manchester City, qui s'est blessé. Donc aujourd'hui, du côté du PSG, c'est beaucoup plus les jeunes qui m'ont intéressé, qui m'ont même intrigué, c'est-à-dire Tap, Camara au cours de la seconde période. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais par contre, pour les joueurs un peu plus cotés, Hernandez, Gonzalo Ramos, là, il y a une déception. Moi, je pense pas. Enfin, on a eu ce débat moult fois le samedi soir. Moi, je pense que ça n'a aucune incidence sur le match de mercredi. D'abord parce que tu as quand même pris des précautions énormes pour n'en blesser aucun. À part, il y a Neves qui jouait, il y a Barcola évidemment qui était, mais ils ne sont pas blessés, tant mieux. Mais il a fait tourner. Ensuite, sur Ramos et Lucas Hernandez, comme ce que tu appelles, on va dire, les remplaçants de premier rang. Le débat, il est déjà réglé aussi. Si à un moment, on a pu y penser quand Marquinhos était suspendu, on a évoqué, tu te rappelles le nom de Lucas, mais dans la tête, on l'avait dit tous ici. Oui, mais dans la tête de Luis Enrique. Mais c'est ce qu'on nous vend, les gars, quand même. C'est ce qu'on nous vend. Et même tous les ultra défenseurs de Luis Enrique, c'est ce qu'ils nous vendent. Personne n'est irremplaçable, c'est un collectif. Je suis d'accord, sauf que lui. Est-ce que tu constates quand même que. Non, je suis d'accord. Ça a ses limites quand même. Il laissait lui tirer tout le monde vers le haut. Mais lui, ce que je veux te dire dans sa tête, le débat est réglé. Ramos n'a pas le niveau suffisant, c'est-à-dire que même s'il a besoin, il va mettre Doué en neuf, il va mettre Barcola et Kvara sur les côtés si vraiment il y avait un problème, mais il ne va pas mettre. Enfin, je te dis ça, moi il mettra pas Ramos. Quand on a eu le débat sur Marquinhos suspendu, peut-être Lucas machin parce qu'on n'aime pas Beraldo. Ouais, mais non, parce que Luis, de toute façon, Enrique, il veut pas de Lucas Hernandez parce qu'il doit sentir quand même que le mec pêche un peu. Et il lui confirme là, il le sort là quand même, il lui met quand même une bonne taillade. Il le sort à 46e quand même. Bon, c'est dire aussi, voilà, sur Ramos, je suis d'accord. Sauf que même dans sa tête, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que là, tu as raison, c'est un bon débat. Dembélé pas là, tu fais quoi ? Tu crois que ça relance Ramos ? Mais non, parce que Luis Enrique, même dans sa tête, je pense qu'il le voit au mieux 15 minutes à la fin si vraiment tu es dans la galère. Pour être un point de fixation, pour tenir. Voilà, quoi. Éventuellement. Et tu vois, c'est tout. Tiens, Luis Enrique, on en parle beaucoup. Et on se demande, qu'est-ce qu'il dit après un match comme ça ? En colère, pas du tout. Il est très content. Luis Enrique au micro de Sébastien Ruffet. Je suis très satisfait de la performance de mon équipe et de comment elle a joué. Nous avions en face un adversaire très fort qui veut se qualifier en Ligue des Champions. C'est une équipe jeune et de très haut niveau qui a 5 joueurs du centre de formation. C'était un très gros match. Est-ce que vous rejoignez son optimisme ? Parce que Paris perd ce soir, mais il y a eu des matchs ou des moins bons matchs du PSG, pas forcément perdus. Je me souviens contre Nantes, notamment il y a quelques semaines. C'est pas non plus le pire match. Je suis totalement d'accord. Voilà, il y a 3 semaines, on avait débriefé PSG Le Havre. Il y a une victoire du PSG, mais c'était pas une performance aboutie. C'est-à-dire que moi, j'attendais beaucoup du PSG sur sa capacité contre un adversaire potentiellement en Ligue des Champions. J'attendais un PSG compétitif. Et moi, j'ai vu un PSG compétitif qui, sur la seconde période, est la meilleure équipe. Ils ont des occasions. Petrovic, comme Boulka la semaine dernière, est l'homme du match pour moi du côté de Strasbourg. Donc ça veut dire que tu as eu un volume d'occasions, tu as eu des occasions qui ont été intéressantes, tu as pu mettre en avant des jeunes joueurs. Et donc par rapport à un PSG qu'on attendait, entre guillemets, pas forcément impliqué parce qu'il y a Arsenal, et ben pour moi c'est un enseignement qui est positif. À savoir un PSG qui, même avec une rotation large, est compétitif. Tu as cité les 4 joueurs de moins de 20 ans alignés au coup d'envoi. Un turnover vraiment plus que d'habitude encore. C'est le plus gros turnover en termes de niveau qu'on ait vu depuis le début de la saison. Et tu finis avec 63% de possession, 17 occasions à 8, 20 tirs à 9, 4 tirs cadrés à 2. Et voilà, donc si tu veux, ce PSG-là, c'est vrai que lui, Luis Enrique, il fait tourner, il met des gamins dans l'équipe. Il change quasiment tout. Et en gros, son équipe domine le 4e de la Ligue 1. Donc lui, il te dit, maintenant, en plus que le record est mort depuis la semaine dernière, change pas grand-chose. Et justement, Julien Laurent sera avec nous dans quelques secondes et on pourra comparer avec Arsenal qui a mis une toute autre équipe aujourd'hui contre Bournemouth. Parce que c'est marrant, par exemple, il y a un mois contre Saint-Etienne, tu fais une mauvaise première période. Pourtant, tu en mets 5 au cours de la seconde période. Là, tu fais une meilleure première période, mais tu es mené 2-0. Donc, comme quoi, il faut toujours faire attention, notamment au constat à partir du résultat. Je voudrais qu'on accueille Gabriel, le 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Gabriel. Salut Gabriel. Ouais,
bonsoir à tous. Bonsoir. Bon. Salut. Comme tout le monde, t'es déjà sur Arsenal mercredi et t'es pas inquiet? Pas inquiet, non, alors attention, Non, pas inquiet après aujourd'hui, je veux dire. Mesurer, mais, Oui, oui, ah non, oui. non, après le match d'aujourd'hui, non, pour moi, ça n'a aucune incidence. Il y a le championnat et la Ligue des Champions. On l'a vu ce soir déjà dans les compositions d'équipe qu'a aligné Luis Enrique depuis 15 jours maintenant. Le travail a été fait avant, puisque le titre est acquis depuis début avril. Et maintenant, on se place sur l'autre objectif de la saison, qui est la Ligue des Champions. Les rotations me paraissent absolument normales. Effectivement, vous parliez d'un groupe de 21 titulaires. Maintenant, on va pas se mentir, quand on parle d'un groupe de 21, on sait très bien qu'il y a 11 titulaires plus les autres. Ouais. Donc quand forcément vous mettez les autres, oui, il y a un déchet parce qu'il y a un manque de rythme. Et encore que je trouve que avec autant de jeunes... Là, t'as les meilleures occasions en début de match. Oui, non, puis mais après, c'est le pas groupe mal. des Non, mais 21 est c'est pas devenu mal. 12, en fait. Ouais. Voilà, c'est juste Oui, devant non, quand mais- c'est Barcola ou Doué, quoi, à C'est chaque ça, fois. ouais. Et d'ailleurs, est-ce que Gabriel, tu rejoins Flo sur une éventuelle absence de Dembélé mercredi, Barcola largement devant Ramos? Je suis pas sûr qu'il y ait autant de, tu vois. Je sais pas, parce que quand on regarde les performances des deux, Barcola est très intéressant sur le côté à partir du moment où on a des espaces. Arsenal va devoir courir après le score. Donc oui, j'aurais tendance à partir plutôt avec Barcola sur un côté et peut-être Doué ou Guevara dans l'axe, même si je suis pas sûr que Guevara c'est soit son meilleur poste. Je pense que Doué aura Non, plus c'est cette Doué. polyvalence. Si tu as un 9, Ouais, ça c'est sera ce Doué, qui parce s'est que- passé d'ailleurs dans le match. Il a mis Doué. Oui, il a mis Doué en 9. Doué peut Après, jouer partout. Ramos, C'est quand même un moi- avantage. Moi, personnellement, Ramos, je trouve qu'on est un peu dur avec lui parce qu'on lui laisse pas beaucoup de temps de jeu. Moi, je pense que c'est un joueur qui actuellement n'est pas vraiment Enrique compatible par rapport à son système de jeu. Je m'explique. Ramos, c'est un vrai neuf de surface en fait. C'est un joueur, si vous voulez jouer avec lui, il faut aller le chercher, un peu comme Giroud à mon sens. C'est un joueur qui est capable de garder le ballon, qui a de très bonnes capacités de déviation, qui a un très très bon jeu de tête. On l'oublie assez souvent et pour ça, il faut centrer. Et un bon pointu. Mais ouais. Après, malheureusement, il a pas eu beaucoup de chance à Arsenal, mais moi, j'ai trouvé que son geste, même si au départ, je pense qu'il veut remiser au centre et je pense que c'est pour ça que son contrôle est un peu large sur la droite, parce qu'il cherche, à mon avis, quelqu'un qui revient et au dernier moment, il décide de mettre une pointe. Mais je pense que c'est un vrai bon joueur. Après, moi je suis d'accord, hein, c'est un bon joueur. Peut-être pas Luis Enrique est compatible. Là où je te rejoins et que j'estime que c'est pas simple pour lui, c'est que forcément tu n'as pas la confiance de ton coach globalement. Tu sais que tu vas pas être titulaire. Tu sais que tu dois sur quelques minutes être très efficace. Et je pense que même son pointu, c'est le signe d'un gars qui n'est pas totalement installé en confiance dans son poste. Je remercie Gabriel d'avoir été là. À très vite, Gabriel. Et au Bon passage, match. on s'était beaucoup posé la question de savoir si les matchs où ça tournait, ou les matchs de Ligue 1 d'avant la Coupe d'Europe, ça allait quand même au bout d'un moment les embêter, à voir Arsenal. Ouais, bien sûr. Bon, honnêtement, on a vu le vrai PSG, on l'a vu dès la première minute du match d'Arsenal, donc là-dessus, il n'y a pas vraiment d'inquiétude.